Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Les 10 ans de la loi économie sociale et solidaire avec François Jogard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes commissaire aux comptes, président de la commission association et fondation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Tout à fait. Et Niels Pedersen, bonjour et bienvenue, président de la Fonda et délégué général du Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Votre rôle, c'est de pousser les entreprises, les organisations à s'approprier les ODD, les 17 objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable et les enjeux de durabilité au sens large, en articulant toujours bien le social et l'environnemental. Avec quel levier ? Comment faire pour aider finalement entreprises et organisations à se les approprier ? Alors il y a deux choses, c'est déjà de savoir de quoi on parle. Ouais. Souvent quand on parle de développement durable, on réduit ça à écologie ou environnement, alors que c'est bien plus large, c'est des enjeux à la fois socio-économiques. Donc bien définir les concepts et l'agenda global, et je peux revenir dans un instant sur les ODD, et ensuite d'être une boîte à outils, c'est-à-dire qu'on peut vouloir s'engager. Après il reste à savoir comment. Évidemment les grands groupes du CAC 40 ont une certaine aisance sur le sujet, ils sont engagés depuis une vingtaine d'années. Les PME peuvent le faire sans le savoir et elles ont besoin d'être accompagnées, d'être guidées. Et donc le Pacte mondial offre une boîte à outils au pluriel pour permettre aux entreprises de s'engager à la fois dans une démarche droits humains, protection des travailleurs, environnement ou de la lutte contre la corruption. Les 10 ans de la loi économie sociale et solidaire, juillet 2014, François Jogard, pourquoi les commissaires aux comptes s'y intéressent ? Parce qu'on va contrôler aujourd'hui les comptes de plus de 25 000 à 30 000 associations, fondations, fonds de dotation sur l'ensemble du territoire. Et donc, on est le premier corps de contrôle légal des associations et fondations. Donc, globalement, les fondations ont obligatoirement un commissaire aux comptes et les associations, dès qu'elles ont plus de 153 000 euros de subventions publiques ou de dons, doivent avoir un commissaire aux comptes. Ouais. Si on fait un peu le bilan, il y a déjà le bilan du financement. Est-ce que les associations, notamment, elles ont de plus en plus de mal à se financer ? Alors, ça n'a pas forcément un lien direct avec la loi ESS, mais oui, sur les problématiques de financement, et notamment sur la base des financements publics, il y a aujourd'hui des vraies questions qui se posent, liées à l'inflation, liées aux problématiques de ressources humaines et à la surenchère que ça fait peser sur les budgets. Donc oui, aujourd'hui, on regarde ça très attentivement. Bien évidemment, c'est aussi dans nos fonctions de commissaire aux comptes, puisqu'on a des prérogatives un peu légales, notamment sur la procédure d'alerte, lorsque les choses ne vont pas bien. Mais bien avant cette situation, on est là aussi pour mettre en avant les situations financières difficiles quand elles existent, pour que la gouvernance en prenne connaissance, le sache et puisse agir. Ouais, quelques chiffres sur cette économie sociale et solidaire. Ça représente 2 600 000 emplois aujourd'hui en France, 10% du nombre d'emplois, 14% des emplois du secteur privé. Est-ce que c'est un secteur en développement ? Je ne sais pas lequel des deux veut en parler, peut-être François Jogard. Alors, on a... Si vous avez cité le terme de 2 millions, mais il y a des structures qui ont des importances économiques très différentes, entre l'association de quartier qui fonctionne avec quelques bénévoles et qui éventuellement peut avoir un salarié, et puis des associations qui ont plusieurs centaines de salariés et qui gèrent des maisons de retraite, des hôpitaux, des écoles, des universités, etc. Donc on voit qu'il y a une grande diversité d'acteurs. C'est toujours quelque chose qui est très vivant, le monde associatif, avec beaucoup de création, beaucoup d'implication, et qui est tout simplement aussi indispensable à l'équilibre de la société et à l'implication de l'ensemble des citoyens à la vie commune. Niels Pedersen, comment les ODD s'imbriquent avec les enjeux de la loi économie sociale et solidaire? Assez facilement, peut-être pour rappeler quand même sur les ODD, c'est vrai que c'est porté par les Nations Unies, mais ça ne concerne pas que les États. Et c'est un des rares textes avec les accords de Paris qui concerne tous les acteurs, la puissance publique, évidemment, l'État, les collectivités, les entreprises et la société civile, donc les ONG et les associations. Donc on voit bien déjà qu'elles ont une responsabilité première et ce n'est pas simplement celle de l'État. Les associations, elles ont une légitimité, elles sont experts, et François le disait, une association de quartier, elle connaît son public, elle connaît les préoccupations, et donc elle développe une expertise au travers à la fois du bénévolat, de ses salariés, et donc elle cultive à la fois une expertise, ce qu'on appelle de l'innovation sociale, et donc elle va pouvoir apporter un certain nombre de réponses. Si on regarde sur des sujets un peu plus anciens aux ODD, mais sur la santé, par exemple, dans le domaine de la lutte contre le sida, ce sont les patients, les premiers qui ont apporté un certain nombre d'innovations parce qu'ils étaient concernés. Quand on prend dans le domaine de l'environnement, par définition, les bénévoles ont une expertise.
entreprises et ça donne des cas très singuliers. Vous avez par exemple la LPO qui travaille avec le MEDEF et l'Office français de la biodiversité pour produire un MOOC pour amener les entreprises à travailler sur les sujets de la biodiversité parce que les militants associatifs depuis plus de 30 ans ont acquis une expérience et acquis de la légitimité. Il n'y aurait pas eu les militants de la Ligue de protection des oiseaux Il y aurait eu d'autres choses sûrement, mais moins longues. Et donc les ODD, c'est un langage commun, c'est un cadre commun d'intervention qui permet à tout un chacun de s'engager. D'abord les acteurs associatifs entre eux, et François l'a dit, il y a une diversité d'acteurs qui n'ont pas forcément la même temporalité ou exactement les mêmes objectifs sur le même territoire entre associations, fondations, coopératives, mais aussi avec la puissance publique et les États. Et donc ça permet à tout un chacun de savoir où on va, quel objectif on se fixe en 2030 au travers de 17 objectifs de cibles et d'indicateurs. Et ensuite, il manque évidemment le mode d'emploi au travers de l'ODD 17 qui est les partenariats, mais il manque un mode d'emploi sur le faire ensemble. Et c'est là aussi où des acteurs comme la Fonda viennent donner Alors justement, j'allais vous demander de nous expliquer ce qu'est la Fonda. Alors la Fonda, c'est deux choses. C'est d'abord un think tank. C'est un think tank qui depuis 40 ans a structuré la pensée du fait associatif, parce que derrière tout ça, il y a aussi des concepts. Donc depuis 40 ans à travailler sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est aussi une boîte à outils, typiquement sur la question du faire ensemble et les ODD. Ce que je viens de vous dire, comment on met des acteurs, c'est-à-dire associatifs, entreprises et puissances publiques sur un même sujet. Prenons la précarité énergétique. Tout le monde est d'accord pour lutter contre la précarité énergétique. En revanche, tout le monde n'a pas la même façon de procéder, les mêmes budgets, les mêmes financements ou les mêmes agendas. L'agenda du maire n'est pas celui du président d'association. Et donc, derrière tout ça, il faut de l'ingénierie. C'est-à-dire, il faut des mécanismes pour apprendre à se connaître, à parler le même langage. Et les ODD, en ça, sont utiles. Et se donner une méthodologie de projet pour avancer. On n'a pas parlé des entreprises, mais dans l'économie sociale et solidaire, il y a des entreprises. Je sais bien que le thème de notre débat, c'est associations et fondations, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui... C'est presque devenu un modèle, l'économie sociale et solidaire, notamment pour des jeunes femmes, hommes, chefs d'entreprise qui créent leur start-up, quoi. Non, c'est essentiel de pouvoir faire cette comparaison. Et c'est d'ailleurs ce que l'on a mis en évidence lors de notre grande journée associations et fondations de fin janvier, où on réunit 350 commissaires aux comptes et où on parle de l'avenir des fondations. Nous, en tant que commissaire aux comptes, on est très investi auprès des entreprises dans le cadre de la mise en place des rapports de durabilité et de leur audit. Il y a plus de 1500 confrères qui se sont lancés pour devenir auditeurs de durabilité, c'est-à-dire qu'ils ont, à côté de leurs compétences de contrôle des données chiffrées, maintenant des compétences de contrôle des données non financières qui vont permettre de produire les rapports de durabilité, c'est-à-dire avec un nouveau plan comptable. On avait le plan comptable financier, et bien maintenant on a le plan durabilité avec l'ensemble des normes ESRS. Donc ça, c'est une vraie transformation. Et nous voyons la professionnalisation qui se fait auprès des entreprises. Les directions financières deviennent de plus en plus costauds, entre guillemets, sur l'ensemble de ces sujets. Et comme ce texte de la CSRD est applicable aux grandes entreprises, mais n'est pas directement applicable aux associations, aux fondations, même les plus grosses, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre la compétence des uns et la compétence des autres, alors que, historiquement, les fondations, les associations sont celles qui ont porté de manière très forte l'ensemble de ces problématiques environnementales, gouvernance et sociales. Et donc, tout notre travail et toute l'énergie qu'on déploie là-dessus, c'est aussi pour réveiller les acteurs de l'économie, pour travailler avec le social, pour travailler avec eux, pour essayer de faire progresser cette maîtrise de ces sujets, parce que c'est éminemment technique, à la fois sur la partie environnementale, sur la partie sociale. Maintenant, on parle de choses très, très précises dans les normes ESRS, et c'est important de pouvoir avancer aussi avec les acteurs de l'économie sociale. Oui, et c'est vrai, Nils Pedersen, que pour une association, c'est pas toujours évident de trouver en interne les ressources pour respecter finalement ces normes, quoi. Souvent, l'association, elle est quand même concentrée sur sa mission sociale. Bien sûr, vous l'avez dit, les subventions publiques diminuent globalement, la part des usagers augmente, et donc il y a aussi un problème de modèle économique où l'association, elle fait parfois ce qu'elle peut aussi avec les moyens qu'elle a. Donc elle va concentrer son action sur ce qu'on appelle les bénéficiaires. Et donc effectivement, à un moment, elle a envie de faire d'autres choses. Alors il y a une sobriété qui est aussi un peu subie. On a parlé des financements, donc elle subit cette sobriété, mais elle veut aussi se transformer. On parle des territoires. Une association, c'est un acteur du territoire. Donc de toute façon, il a un impact immédiat. Et d'ailleurs, une PME et un acteur associatif, ils ont quand même des similitudes. C'est-à-dire qu'ils ont envie que le territoire s'engage et soit dynamique. Donc c'est aussi la limite du modèle, et c'est aussi pour ça, à la fois au travers de la compagnie des commissaires aux comptes ou le pacte mondial, permet aussi à ces organismes de se transformer, ou aussi à des organismes, je pense à IDEAS ou au Don Confiance, qui amènent aussi ces organismes aujourd'hui à faire prendre conscience qu'il faut se transformer. Oui, alors allez-y, vous voulez intervenir. Non, juste pour dire qu'on a les mêmes problématiques avec les PME aussi. Oui. Parce que autant pour les grands groupes, ils dégagent un certain nombre de ressources pour pouvoir écrire ces rapports de durabilité, on a la même problématique sur les PME, sur lesquels ils nous disent
exactement la même chose, mais comment va-t-on faire pour appréhender ces problématiques? Or, en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une problématique de nouvelle réglementation, c'est un problème de changement de modèle économique de l'ensemble des acteurs. Vous le connaissez bien, ces sujets ici, bien évidemment. On les traite tous les jours, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de bien faire comprendre ça, que ce n'est pas une norme de plus qui arrive, c'est juste la manière de professionnaliser l'appréciation des changements de modèle économique liés à la crise climatique. Mais ce qui est, par exemple, intéressant, c'est que vous avez une association qui va s'occuper effectivement, alors vous avez parlé des malades du sida, de questions sociétales, et qui ne vont pas forcément avoir intégré des enjeux environnementaux et qui vont se dire tiens, mais mon bilan carbone il n'est pas bon, qu'est-ce que je fais? Et c'est tout notre travail de leur faire prendre conscience qu'il faut avoir une approche à 360 degrés et s'ils sont très bons sur leur objet social qui va être ou l'environnement ou le social ou le plaidoyer sur tel ou tel sujet, eh bien il faut aussi qu'en tant qu'acteurs économiques ils aient une vision sur l'ensemble des sujets. Est-ce qu'il y a un aiguillon réglementaire en la matière vis-à-vis des associations? Pour les associations en tant que telles, aujourd'hui, on n'a pas la même réglementation que pour les grandes entreprises, même si elles dépassent de 150 salariés, etc. Mais en revanche, il y a tout un tas de règles françaises qui existent déjà. Je vais prendre par exemple le décret tertiaire. Pour toutes les structures qui ont plus de 1000 m² d'activité tertiaire, elles doivent mettre en place un plan drastique de réduction des énergies à horizon 2030, 2040, 2050. Il y a le décret BAX, il y a etc. Il y a pas mal de réglementations et c'est ce que nous essayons de porter pour leur dire, même si vous n'avez pas cette norme internationale et européenne de la CSRD et des ERSRS qui vous est applicable, eh bien, vous avez déjà des réglementations françaises qu'il faut maîtriser. Nice Pedersen, dans cette boîte à outils là, que la Fonda propose, c'est quoi? C'est souvent des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre par certaines associations et que les autres ne connaissent pas. J'imagine qu'il y a tellement d'exemples je vous donne variés. l'exemple, le guide du faire ensemble, c'est un guide de 3 ans de travail sur le terrain avec les acteurs associatifs qui vient recenser les bonnes pratiques, les compréhensions, les incompréhensions et les méthodologies. Donc vous allez pouvoir, c'est en accès libre, découvrir ce guide. En fait, ce qu'on dit là, c'est qu'il y a à la fois une question de méthode et de mutualisation. Et c'est pareil pour les assos, c'est-à-dire au lieu de le faire tout seul dans son coin, faisons ensemble, c'est bien le faire ensemble, parce que c'est la doctrine, ensemble on va plus loin. Et donc c'est aussi une façon différente de travailler. Et l'enjeu de la CSRD, c'est aussi celui-là, c'est-à-dire en fait, vous le faites déjà, mais il faut le faire différemment, il faut le faire en coalition, en action, en partenariat. Et c'est une façon de travailler beaucoup plus horizontale, de désiloter l'ensemble de l'activité. Et l'économie sociale et solidaire, en ça, est un bon liant aussi entre les différentes activités, qu'elles soient publiques ou complètement privées. Ils ont d'ailleurs plus l'habitude que les entreprises à travailler ensemble, en réseau, mais il faut maintenant qu'ils intègrent ces impératifs écologiques et sociaux dans leur mode de fonctionnement et on essaie de les aider, d'où l'intérêt de pouvoir travailler avec des acteurs du secteur aussi sur ces sujets. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Merci à vous. Merci. Sur Bismart, c'est l'heure de Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.